Je pense qu'au Québec, là, on a vraiment le pire système de santé au monde. Je pense qu'au niveau de la santé, on peut pas avoir plus désorganisé que ça, là. Réellement, là, pour les gens qui sont malades, qui sont en attente d'un diagnostic, qui courent les médecins, les urgences, les pharmaciens pour se procurer des soins et avoir les bons traitements appropriés, pour les gens qui sont incapables de faire reconnaître leur maladie chronique dans ce système de santé qui collabore pas ensemble, qui est disloqué, qui est dessoudé, pour tous ces gens qui attendent des années avant de se faire diagnostiquer un cancer et qui s'en vont à l'urgence avec des symptômes et qui se font renvoyer, reflouer chez eux, moi je vais vous dire honnêtement ce qui arrive, là. J'ai l'impression qu'au Québec, on ferme les yeux sur les petits bobos, sur les petits maux du monde, jusqu'à temps qu'ils deviennent des gros bobos, puis que là, on vous annonce un jour, eh bien, excusez-moi, mon cher monsieur, ma chère madame, mais vous avez une maladie incurable qui est rendue intraitable, parce qu'on l'a détecté trop tard, parce que notre système de santé est juste trop incompétent pour diagnostiquer les gens et faire la prévention de la santé avant d'arriver à des cas gravitaires ou gravataires. Donc aujourd'hui, sur le sens critique, à Québecwood, dans ce podcast qui nous parle du politiquement incorrect, on va parler de comment que les gens se battent, se démènent et ont de la misère avec notre putain de maudit système de santé de tabarnak du câlisse. Vous souvenez-vous? Petit flash mémoire. En 2018, on en parlait. On parlait du fait qu'il y avait quasiment 13 heures d'attente et 42 minutes d'attente dans les urgences, pour un total de presque 14 heures d'attente. C'était le temps moyen d'attente dans les urgences des services de santé au Québec. Mais avec la crise pandémique aujourd'hui, si on regarde malheureusement la chose, on se rend compte qu'étant donné que la CAQ nous avait promis de réduire le temps des urgences et d'offrir un médecin de famille à tout le monde, à tous les Québécois, on n'a pas vraiment fait d'enquête. C'est drôle, hein? Les médias de droite, les médias de Québécois médias, les médias qui semblent manger dans la main du gouvernement Legault, ont pas fait de sur le temps d'attente dans les urgences. Mais si on regarde les articles et les faits divers qui sont sortis ces derniers temps, comme par exemple un article sorti dans Le Devoir le 26 avril 2022 qui dénonçait une moyenne d'attente de 17 heures sur les civières aux urgences. De 17 heures, une moyenne de 17 heures d'attente sur une civière aux urgences. D'habitude, quand tu es sur une civière aux urgences, c'est parce que tu es un cas prioritaire. Je le cite. Pourquoi au Québec? Comment ça se fait qu'en plein milieu de cette élection-là, il n'y a personne qui parle du temps d'attente dans les urgences, du temps de latence en détection des maladies et des cancers, de l'absence de thérapie d'oxygène et de la détection adéquate et fiable des zoonoses, qui sont très répandues dans les pays forestiers nordiques comme nous, comme la maladie de Lyme, des maladies qui se répandent comme la peste noire aux États-Unis, qu'on voit prendre de l'expansion et qui passent sous la vigilance et sous le regard du système de santé. C'est qui parle du manque de triage, du manque de référence au service dans une prise de rendez-vous? C'est qui parle de l'absence de prise de rendez-vous coordonnée avec les différents services de l'hôpital? Tu sais, quand t'arrives aux urgences puis qu'on te demande de te prendre un numéro puis d'attendre, puis qu'on te renvoie chez vous le soir, parce que finalement, il y a personne pour prendre les radiologies, il y a personne pour faire tes prises de sang, il y a personne pour faire les détections et faire les traitements et les inspections adéquates. Fait que comment ça se fait que le lendemain, on te demande de revenir et de repasser au triage? Comment ça se fait qu'on te donne pas un rendez-vous avec le service et le professionnel? C'est quoi le problème avec le dispatchage par numéro qui est désorganisé à l'hôpital? Ça nous montre pas un peu finalement l'importance du secrétariat et ce même dans les hôpitaux? Vous savez, je veux pas jouer à l'avocat du diable, là.
Mais moi, ma mère, là, a peut-être bien des défauts dans la vie, mais s'il y a bien quelque chose, là, qui est une qualité chez ma mère, là, c'est sa qualité professionnelle. Ma mère est secrétaire. Autrement dit, là, c'est elle qui gère le bureau de son patron. Lui, là, tout ce qu'il fait dans sa vie, ou presque, là, c'est ramasser l'argent de l'entreprise, bien paraître aux yeux des financiers, puis des gens qui font affaire avec lui. Puis tout ce qu'il fait, dans le fond, c'est crier après ma mère, puis donner des ordres, puis jouer au boss. Dans le sens du terme, puis de tout ce qui arrive, là, pour avoir passé en arrivant de l'école, des fois des heures à côté de ma mère à la regarder travailler avant de retourner chez nous, parce que je passais par elle en revenant de l'école quand j'étais jeune. Donc, je peux vous dire que c'est ma mère. C'est ma mère qui organisait toute son entreprise, qui prenait les téléphones, qui prenait le contact avec les clients, qui les référait, qui leur donnait les bonnes sources d'informations. Et s'il y avait un contact à tisser entre une partie de l'organisation et un autre, c'est elle qui faisait le lien et qui mettait en référence. Donc finalement, c'est la secrétaire qui réfère les gens. C'est les adjoints administratifs qui exercent une organisation dans les organisations mêmes. Et ce que je me dis, c'est que si c'est comme ça dans la plupart des entreprises, je vois pas pourquoi que c'est pas comme ça à l'hôpital. Je vois pas pourquoi que ça fonctionnerait pas et que ça devrait pas fonctionner finalement comme ça à l'hôpital. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont des petits bobos puis qui se représentent tout le temps à l'hôpital, tout le temps. On leur dit qu'il y a rien. Il y a rien, vous avez rien, on les renvoie chez eux, on les réfère pas, on fait pas de suivi. Puis à m'amener, ils se retrouvent à l'hôpital, puis il y a un médecin, parmi tant d'autres, qui décide d'analyser leur dossier, puis de voir plus loin, là, de faire son travail. Puis finalement, il leur annonce qu'ils ont un cancer incurable, puis qu'on pourra pas les traiter, parce que ça fait trop longtemps, puis qu'on n'a pas détecté la maladie assez tôt. Mais que ça aurait pu être traité si on l'aurait détecté plus tôt par une prévention. Là, on se rend compte que finalement, la personne s'est présentée tellement souvent à l'hôpital, est allée dans tellement d'hôpitaux différents, que si on aurait fait un suivi, puis qu'on aurait rassemblé tous ces éléments-là ensemble, on aurait bien réalisé qu'il y avait un problème de santé chronique à quelque part. Que les gens, c'est pas juste du monde qui sont mémires puis qui sont hypochondriaques, qui sont hypochondriaques dans la vie, là. Il y en a qui ont réellement des maux. Tu sais, je veux dire, avec un temps d'attente de 14 heures, on s'attend-tu que tu vas pas à l'hôpital pour le fun, là? C'est même pas tentant d'aller à l'hôpital, au juste, là. Il y a même des gens, je pense, qui sont malades, qui ont des petits bobos, qui se retiennent d'aller à l'hôpital, justement, parce que ça hypothèque ben trop une vie aller à l'hôpital, c'est ben trop long. Ça prend ben trop de temps dans ta journée. C'est ben trop compliqué rencontrer un médecin puis aller voir un service quand t'as pas de médecin de famille. Puis encore là, quand t'as un médecin de famille, ça prend des mois pour le rencontrer. Pas des semaines. Faut que tu prévois ton rendez-vous des mois. Hey, quand t'as un petit bobo qui arrive, là, ton médecin de famille, tu veux-tu le rencontrer dans des mois ou dans des jours? C'est parce que d'habitude, quand tu penses aller voir ton médecin de famille, à moins d'être un bilan complet, juste de mesures préventives annuelles, à moins que ce soit ça, là, je veux dire, si tu vas appeler ton médecin, c'est parce que tu vas avoir un bobo quelque part ou tu vas avoir quelque chose à vérifier. Fait que si tu as quelque chose à faire vérifier au niveau de ta santé, c'est pas dans 4 mois, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 2 semaines, c'est même pas dans 1 semaine, c'est dans les jours qui suivent ou même dans l'heure qui suivent que tu devrais avoir le droit de consulter. Il faudrait que tu consultes un médecin. Il y a quelque chose qui fonctionne réellement pas dans notre système de santé, là. Puis c'est pas la COVID-19, là. Puis c'est pas la faute du Parti libéral du Québec, parce que ça fait déjà 4 ans qu'il est plus au pouvoir, le Parti libéral du Québec. Là, à m'amener la coalition Avenir Québec, va falloir qu'elle assume ses responsabilités, puis qu'elle arrête d'accuser les autres partis de ses propres échecs, là. Ça n'a pas été capable de gérer la pandémie et le système de santé, et d'améliorer le système de santé pendant une pandémie. Ben ça, c'est pas le problème des Québécois. Parce que je suis sûr qu'il y a un gouvernement quelque part dans le monde, ou même au Québec, qui aurait été capable de faire les deux. Tiens. Puis là, attendez, là. On parle juste de la santé physique, là. On parle pas de la santé mentale.
On parle pas des services prénatals pour les femmes enceintes. On parle pas des services de prévention. On parle pas des services dans le domaine de la saine alimentation. L'alimentation, ça fait partie de la santé. On parle pas des soins dentaires, là. On parle pas de l'assurance médicaments. On parle pas de l'accès à tous les médicaments et c'est générique. On parle pas des traitements qui sont essentiels comme la pilule du lendemain ou la PrEP préventive ou le traitement du lendemain contre le VIH. Tous des services que quand tu arrives à l'hôpital, tu confrontes, t'arrives devant un mur. Tu t'arrives devant une porte fermée. C'est rendu que t'as pas de service. C'est rendu que les gens préfèrent passer par la pharmacie pour avoir la pilule du lendemain ou un traitement préventif contre le VIH parce que c'est pas mal plus accessible et fonctionnel qu'à l'hôpital. Je vais vous dire une chance que les pharmaciens sont là pour vrai. Parce que c'est quoi qu'on ferait sans Jean Coutu? C'est quoi qu'on ferait sans Uniprix, sans Famille Prix? J'en oublie-tu, là? Probablement, mais c'est quoi qu'on ferait, sérieux, sans nos pharmacies? Une maudite chance qu'en arrière de ça, on a les pharmaciens, puis on a nos pharmacies pour baquer ce qui nous manque en médecine. Parce que sinon, pour nos petits bobos, on pourrait pas juste se dire, OK, c'est ben trop compliqué à l'hôpital, je pourrais pas voir un médecin de famille avant au moins un mois, fait que je vais aller à la pharmacie. Mais aller voir le pharmacien, ce qu'il peut me conseiller en attendant, c'est quand même un bon conseiller de santé pour quand t'es pas capable d'avoir accès aux services de santé publique du Québec. Puis là, je vous parle pas de la physiothérapie. La physiothérapie qui est payante. Ça fait que ça veut dire, si tu te casses un bras, là, ou que tu as un accident de voiture, là, puis que tu te brises une jambe, tu te déboîtes un bras, puis qu'après, t'as plus la mobilité, là, t'es plus capable de l'utiliser. Je veux dire, ton bras, il est plus fonctionnel, il a besoin d'une réhabilitation, il a besoin de physiothérapie. Mettons que t'as pas d'assurance de travail, ou que t'es pas assuré par l'assurance automobile parce que t'as un accident d'automobile. Mettons que t'es tombé dans la rue, là, puis que t'es une petite madame pauvre qui travaille au salaire minimum chez Walmart, mettons. Puis là, tu te casses un bras, puis tu te rends compte qu'après ta blessure, ton bras, il y a une faiblesse, t'es plus capable de travailler. Pour avoir une physiothérapie, il va falloir que tu payes à l'hôpital. Trouvez-vous ça normal? Ça, c'est comme les parkings payants à l'hôpital. Quand tu te dis que les employés vont travailler puis qu'ils payent un parking pour aller travailler, trouvez-vous ça équitable? Surtout quand on regarde comment que ça coûte cher de parking, là. Je veux dire, au bout d'un mois, je pense que c'est 60$. Je veux dire, est-ce que l'hôpital essaierait pas de faire de l'argent avec la santé? Moi, j'ai l'impression que le système de santé de l'hôpital public du Québec, là, il a perdu de vue son objectif de soigner les gens, puis là, il essaie de faire de l'argent avec la santé. Il essaie de faire de l'argent avec les citoyens malades. C'est ça qu'il fait. Il essaie de rendre la santé payante par toutes sortes d'alternatives et de processus qui contournent la santé publique. Tout ça aux yeux du monde, sans qu'on le voit. Fait oui, t'as un système de santé gratuit, mais en arrière de ça, on te fait payer pour ci, on te fait payer pour ça, on te fait payer pour tel service, on te fait payer pour une chambre à part individuelle. On te fait payer pour un traitement de faveur, mais avoir une physiothérapie, c'est pas censé être un traitement de faveur quand tu te blesses. Donc, lorsque vous me dites que la CAQ veut construire 2 hôpitaux privés là pour les journalistes de Québécois Média dans Montréal, puis dans Québec, puis la classe politique, puis les hauts dirigeants et les gens riches, pour que eux aient accès à des soins de santé, puis se fassent diagnostiquer leur cancer en quelques jours, pendant que les Québécois, eux autres, ça prend 1 an pour se faire diagnostiquer un cancer qui pourrait être traité pour les sauver plus tôt, alors que finalement, on laisse une maladie se rendre à des points dégénératifs où on peut plus la traiter. Ça veut dire que pendant que nos pauvres citoyens vont attendre un traitement qui pourrait leur sauver la vie dans le système public, on va donner à des gens riches accès à ce traitement-là immédiatement, pour outrepasser la défaillance du système de santé et ainsi que personne se sente concerné et impliqué et décide de régler le problème collectivement et de s'y consacrer pleinement? Non, mais vous pouvez me dire tout ce que vous voulez comme argument, là, mais avec ce que je viens de dire, vous viendrez pas dire que le gars, il est fou, là. Il est pas fou, le gars, là. Il l'a compris en tabarnak, c'est quoi qui se passe. C'est quoi qu'on essaye de nous passer en dessous de la table. Un système à 2 leviers, à 2 vitesses, dans lequel les riches ont accès à des soins immédiatement et des bons soins de qualité, pendant que les Québécois, eux autres, payent un système de santé collectif pour attendre des mois avant de recevoir des soins et souffrent.
Ils souffrent pendant ce temps-là, là. Fait que les pauvres vont souffrir pendant qu'on va guérir les riches avec l'argent public. Ben pour moi, il est hors de question au Québec là, de faire souffrir les gens qui sont déjà les plus vulnérables, les pauvres, de revoir notre système de santé médicale et d'offrir un accès approprié aux soins aux personnes riches qui peuvent débourser avec leur argent et priver les gens qui sont pauvres de soins de santé universels. Il y a une seule chose que je suis fier du Canada, une seule chose qui fait que j'ai un sentiment d'appartenance à ce pays, que en tant que Québécois, là, je suis content d'être dans le Canada, puis qui fait ma fierté aux yeux du monde, qui fait que tout le monde tripe sur le Canada, trouve que le Canada c'est une terre de justice, d'égalité, puis même les États-Unis sont jaloux de ça, de ce qu'on a mis en place, et c'est notre système de santé universel. C'est notre système de soins et d'assurance médicaments collectif. Ça, là, ça fait des jaloux partout dans le monde. Puis vous autres, vous voulez nous proposer de chier, de pisser puis de cracher dans la soupe du beau système public qu'on a créé pour soigner nos générations futures, nos enfants, nos aînés puis tout le monde qui ont des problèmes de santé. Voulez-vous qu'on se ramasse comme aux États-Unis, là? Que quand tu te casses un bras, faut que tu payes pour aller à l'urgence? Que si t'as un cancer, ben t'as pas de traitement si tu payes pas pis t'as pas d'argent, faut que tu t'endettes pis vendre ta maison pis vendre ton âme au diable pour avoir des soins de santé? Non, c'est parce que quand on sait que les gens aux États-Unis, ils passent la frontière pour venir chercher des médicaments au Canada, ben, il faudrait pas qu'un jour ce soit les Canadiens qui se ramassent aux États-Unis pour faire traiter leur maladie de Lyme, tu sais, parce que notre système de santé est déficient. C'est facile de critiquer un système de santé public quand on n'y croit pas nous-mêmes, quand on n'est pas concentré à fond dans la chose, quand on n'est pas à fond dans la place, puis qu'on croit pas aux valeurs et à la philosophie de l'institution. C'est facile de dire qu'elle fonctionne pas quand on la sous-finance, quand on la désorganise et qu'on n'est pas capable d'établir un mode de fonctionnement qui correspond au travail et aux applications des professionnels. C'est facile de dire que les employés de l'État, que les employés qui travaillent dans nos hôpitaux, que les employés du service public ne font pas un bon travail, alors qu'ils ne font que suivre les ordres et les protocoles établis par une gouvernance qui ne connaît pas leur cadre du travail et qui a tout simplement un mauvais fonctionnement vis-à-vis la propre institution. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pas mal plus important de parler des vidéos sur TikTok de Québec solidaire qui dansent sur une chanson sexiste alors qu'ils savaient même pas, alors qu'ils posaient pour la vidéo d'une militante féministe écolo qui voulait juste filmer Québec solidaire puis qui a mis une musique comme ça. Tu sais, tout ça, ça fait juste remettre en perspective le fait qu'on est dans un pays anglicisé, pro-pétrole, d'extrême droite, hyper conservateur comme le Canada, qui est en train de perdre de vue tout le progressisme qu'il y avait dans son passé, puis que finalement, il veut pas nous donner nos 6 milliards en santé, en plus d'avoir un pays anglicisé dans lequel on comprend pas les paroles tout de suite de ce qu'on nous dit. C'est sûr que si les paroles auraient été en français, ben Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, ils auraient compris tout de suite que c'était une parole sexiste. Mais peut-être même que rendu là, ils l'ont pas entendu sur le coup. Tu sais, c'est facile de beurrer de la boîte puis dire de la merde puis salir ses adversaires puis rien proposer quand on n'a rien fait de mieux dans le domaine, là. Mais ce qu'on voit, là, c'est des institutions politiques et des institutions journalistes de l'ADQ, de la CAQ qui travaillent tout ensemble et qui essayent de nous vendre une histoire et une propagande alors que quand la CAQ, elle, dit des choses qui sont aberrantes là, aux yeux de la moralité puis de l'éthique, on préfère parler d'une vidéo TikTok sur Québec solidaire que c'est même pas le parti qui l'a fait, c'est même pas le parti qui le dit, là. C'est un militant du parti qui a partagé ça, là. On va-tu commencer à parler de tout ce que les militants de la CAQ m'ont dit, puis ils disent sur Internet puis ces réseaux sociaux sur Québec solidaire, que c'est des woke, des pelleteux de nuages, que 80% des immigrants veulent pas travailler, veulent pas s'aider, qu'on devrait faire un beau système de santé privé parce que Québec solidaire, eux autres, c'est le socialisme public.
Ah oui, Monsieur Dubé a fait une bonne job en santé. Il a fait une maudite bonne job. Il a rentré des firmes de garda puis des firmes privées dans les hôpitaux qui payent les employés 3 fois plus cher que le salaire du monde public. Ça a créé une migration. Les employés, ils quittent le public. Fait que pendant qu'on essaie de former 10 000 préposés puis 10 000 infirmières pour rentrer dans le système public, d'un côté, il y a des agences privées qui engagent du monde avec moins d'expérience ou avec des expériences professionnelles moindres de des agences privées, puis ils leur payent des salaires qui sont 2 fois plus chers que le salaire dans le monde public. Puis après ça, on se demande pourquoi que les employés du public à côté d'eux autres se disent « Ben tabarnak, finalement, mon salaire, il vaut pas grand-chose. Pourquoi que je travaille à l'hôpital, moi, à public, à voir du monde ici qui rentre par une agence privée puis qui sont payés bien plus cher que moi? Avec tout le temps que j'ai travaillé ici, c'est ça la reconnaissance pour leur métier. Quand je me fais dire par toutes mes... Parce que j'en ai vu là, dans la rue là, dans les dernières années du monde qui vivent la détresse psychologique, suicidaire, qui ont fait des crises, là. Puis quand on me dit qu'on les a tous attachés à l'hôpital, que c'est des gardas du monde avec des préjugés, puis qu'on me dit qu'on a attaché du monde, qu'on a enfermé du monde, qu'on a brutalisé du monde, qu'on a dit à du monde, genre, toi, tu restes là, tu bouges pas de là, qu'on a regardé du monde parler vite, puis qu'on parlait en mal des personnes avec des problématiques de santé mentale dans les hôpitaux, que c'était des gens engagés par des firmes privées avec des préjugés! Des préjugés! Qui gestionnaient des gens avec des grosses problématiques de santé mentale, puis ils rentraient ces gens-là dans les institutions psychiatriques sur la base de préjugés d'employés qui viennent de firmes privées et qui ont peut-être même pas la compétence publique et l'éthique qui va avec. Hey, c'est grave ce que je vous dis là. Puis ça, c'est des choses qu'on m'a relatées, là. Pas une fois, là. Pas 2 fois. Non. Des dizaines de fois dans une petite ville avec une population de 130 000 habitants. Donc, imaginez maintenant la chose à grande échelle sur l'ensemble de la province du Québec maintenant. Puis c'est pas tout. Ce qu'on me dit, c'est que les gens, on les enfermait à l'hôpital, mais qu'il n'y avait pas de service à l'hôpital. Finalement, tout ce qu'il y avait à l'hôpital, c'était des intervenants pour contrôler leur vie, parce qu'il n'y avait pas de psychologues puis de psychiatres présents, parce qu'ils ont tous quitté le réseau public. Ils sont plus capables du réseau public. Ils sont plus capables de l'autorité du CIUS. Ils sont plus capables d'avoir la santé au travers la santé mentale. Ils ont compris que depuis qu'ils ont broché la santé mentale avec la santé, l'hôpital, là, ça marche plus. Ça marche plus parce que ça marchait déjà pas dans le système de santé de l'hôpital. Ça fait que d'avoir broché les hôpitaux psychiatriques puis la santé mentale avec la santé, là, ça a fait en sorte que la santé a bouffé tout le budget de la santé mentale puis il reste plus rien. Il reste juste le nom de la façade, service social au Québec et service en santé mentale, parce que au-delà de ça, là, il y a même pas la moitié des employés pour toucher les fonds disponibles en salaire, en psychothérapie pis en termes de personnel dans le domaine psychosocial au Québec. C'est ça que j'ai supposément compris et appris selon mes sources à ce qui paraît. Il y a de l'argent débloqué là, mais il n'y a pas d'employés pour l'utiliser. Où l'argent est là, puis c'est trop compliqué de l'utiliser parce qu'il y a tellement de normes et de procédures et les intervenants ont tellement plus de libre arbitre puis de confiance dans leur compétences, dans leur champ de profession. Le gouvernement leur donne tellement plus de confiance là, qu'ils peuvent plus rien faire. Ils ont les mains prises. Ils sont poignés sur leur chaise puis sont bâillonnés. Les infirmières, le personnel, les préposés sont même plus capables d'offrir des services de qualité. Ils sont tellement fatigués là, par le temps supplémentaire obligatoire. Là. Ils sont tellement fatigués là, que c'est rendu qu'ils ont plus de patience. C'est rendu qu'ils sont à bout, ils sont sur le bord de la dépression puis du burn-out. Dans pas long, c'est nos infirmières en chef puis nos infirmières qu'on va rentrer à l'hôpital, par l'hôpital psychiatrique en crise psychologique d'urgence, parce que eux-mêmes sont en train de crier après les patients puis de faire des mauvais traitements aux patients puis de faire des erreurs professionnelles graves parce que justement, ils sont fatigués, là. C'est pas parce qu'elles sont pas bonnes puis sont pas compétentes, non. C'est parce qu'elles sont épuisées puis fatiguées. Puis ça, on le sait, là. Je leur en tiens même pas rigueur, pour vrai. Parce que je le sais qu'elles sont à bout. Puis je dis elles, là, parce que c'est majoritairement des femmes, mais il y a également beaucoup d'homosexuels, de personnes LGBTQ qui travaillent dans nos hôpitaux. Là. C'est un domaine humain, un domaine avec du cœur. Ça attire beaucoup de gens qui ont du cœur dans la vie puis qui sont
sont aimables. Fait que c'est ça que le gouvernement caquiste a pas l'air à comprendre. Hein. Il a l'air à penser que tout est beau, tout va bien dans nos hôpitaux. C'est un beau rêve de licorne, la santé, le beau sourire. Je sais pas s'ils ont pris de l'Ativan, là, je sais pas s'ils sont l'hydromorphine, je sais pas c'est quoi qu'ils prennent là, dans la coalition Avenir Québec pour que tout soit bon de même dans le système de santé, là. Mais s'ils sortiraient de leur bosse, de leur petit nuage, puis de leurs rêves, ils réaliseraient bien que dans les hôpitaux, puis pour les patients, puis les gens malades, puis les médecins, puis les professionnels, puis les préposés, puis les infirmières, puis les inalos, puis tous les thérapeutes, puis toutes les personnes dans le système public, la réalité est tout autre. Et pas mal plus désenchanté même. Vous savez, en abolissant les commissions scolaires et la vie démocratique dans les écoles, on a toujours vu que la CAQ était pour une débureaucratisation de l'État. Elle a toujours trouvé que dans les consultations environnementales, il y avait trop d'études, c'était trop long avant d'avancer un projet. Ce qu'on comprend finalement, c'est que le gouvernement caquiste, les fonctionnaires, là, c'est pas son fort. Les fonctionnaires, puis les vérificateurs généraux, puis les gens de rapport, les gens d'études, là, les gens de théorie, les gens qui coordonnent nos institutions et qui vérifient en arrière si ça fonctionne bien, ça semble pas important. Fait que c'est peut-être ça qui explique le déficit et les problèmes dans nos écoles et dans nos hôpitaux, là. C'est peut-être le fait que les fonctionnaires, là, ils en ont pas mal perdu dans les dernières années. Je pense que ça serait important de réaliser l'importance des fonctionnaires dans les services de santé, l'importance d'avoir une direction, d'avoir des adjoints administratifs, l'importance d'avoir des secrétaires pour référer les gens, pour prendre des rendez-vous, pour coordonner, pour faire des liens entre les services, pour que justement les employés n'aient pas à se casser la tête dans un système désorganisé où les patients ne savent plus où ils sont mal dirigés, ne sont pas redirigés et dans lequel finalement là, ça va d'un sens et de l'autre, puis il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas d'organisation. C'est ça. Il y a pas, c'est une organisation désorganisée dans laquelle il n'y a pas d'organisation. Puis moi, on m'a appris dans la cuisine là, que le secret dans la vie, puis c'est vrai, c'est l'organisation. Puis ça, ben, je vais vous dire c'est qui m'a appris ça. C'est la greffière de Ville-Saguenay qui m'a déjà engagé sur une de ses pourvoiries. J'ai travaillé à la pourvoirie du lac des Gelis. Et quand je suis rentré là, j'avais que quelques compétences en cuisine et je savais pas comment j'allais gérer à moi tout seul une cuisine, à moi tout seul pour une dizaine d'employés, plus des fois une trentaine de clients. Je veux dire, j'ai paniqué un peu au début. Et c'est là que cette madame géniale, exceptionnelle, m'a appris le sens de l'organisation. Vous savez, dans la vie, vous pouvez faire face à une crise, à une urgence, à un rush de cuisine, à n'importe quel métier, à n'importe quelle chose qui peut arriver dans n'importe quelle circonstance, si vous vous préparez en conséquence et à toute éventualité. On vous donne un exemple. Si tu prépares ta salade d'avance puis qu'elle est préparée puis tu sais à peu près que tu vas recevoir tant de personnes, ben si elle est préparée d'avance ton entrée, quand tu arrives pour la servir, il n'y a pas de stress. Puis pendant qu'elle est préparée d'avance, tu peux préparer ton repas. Fait que pendant que ton entrée est déjà servie, puis tu peux pas besoin de la servir, tu peux préparer ton repas, comprenez-vous? Tout est dans l'organisation. Que ce soit dans la cuisine, dans le système de santé, dans l'administration d'une ville, d'un gouvernement, que ce soit au dépanneur du coin. Si t'es pas organisé dans ta façon de fonctionner, là, mais qu'il arrive un rush de clients, une crise ou une pénurie ou un problème, là, tu vas tout de suite paniquer. Ça va tout de suite désorganiser ton institution parce que tu seras pas organisé, tu seras pas préparé en conséquence et à toute éventualité. Parce que c'est ça le secret, c'est ça la clé. Tout est dans l'organisation. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, là. Ça prend vraiment pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Et je pense que c'est pour ça, pour vrai, ma ville, Ville-Saguenay, c'est l'une des villes les mieux organisées au monde. C'est une ville très bien organisée, Ville-Saguenay. Le problème à Ville-Saguenay, comme dans plusieurs gouvernements et plusieurs institutions, c'est qu'il y a toujours un nouveau gouvernement, un nouveau conseil, un nouveau mouvement politique qui rentre et qui désorganise la base organisée actuelle.
avec des réformes, avec des changements. Et souvent, ces gens-là, je vais vous dire, c'est quoi leur plus grand défaut? Leur plus grand défaut, c'est qu'ils ne sont pas organisés. C'est qu'ils n'ont pas développé dans leur vie un sens qui est très important, et c'est le sens de l'organisation. Retenez ça, là, le sens de l'organisation.